Mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous pour se prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. À l'occasion, le président français Emmanuel Macron a salué le rôle de premier plan que le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a joué ces derniers mois dans la réponse aux enjeux liés au changement climatique et à la préservation de l'environnement et au développement durable. Ces propos, le président français les a consignés dans le message qu'il a adressé au président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale. Le président Emmanuel Macron a ajouté que la France reste engagée aux côtés du président de la République dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et en faveur du développement socio-économique de la région. À l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance nationale, le président de la République s'était adressé à la nation à travers un important discours dans lequel il a passé en revue les réalisations accomplies ces 2 dernières années dans tous les domaines de la vie publique. Bokar Bailaba revient ce soir sur les grands axes du discours du président de la République. Dans ce message à la nation, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a déclaré qu'au cours de la période écoulée, les efforts se sont concentrés sur la réalisation de la justice sociale en luttant contre la pauvreté et l'exclusion, tout cela pour un développement global et durable. Cependant, il a estimé que le rythme d'exécution de certains projets n'est pas satisfaisant, assurant que l'État est conscient de cette situation et travaillera pour remédier à ces dysfonctionnements. En ce qui concerne la bonne gouvernance, le président de la République a indiqué que l'État mettra l'accent sur la lutte contre toutes les formes de corruption qui sapent les piliers du développement. En d'autres termes, la lutte contre la corruption ne doit pas être un slogan ou qu'elle se transforme en règlement de compte. S'agissant de la justice, il a fait savoir que l'État redoubla d'efforts pour renforcer l'indépendance des autorités judiciaires et législatives en modernisant le code des marchés publics et en intensifiant l'activité des organes de contrôle. L'administration n'est pas en reste. À ce sujet, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a indiqué que l'État continuera à réformer l'administration afin qu'elle soit plus efficiente et pour être plus proche des citoyens. Il a aussi indiqué que l'État a renforcé le filet social au cours des 2 dernières années au profit des couches vulnérables à travers des plans et programmes ambitieux constamment adaptés à l'évolution des répercussions de la pandémie de Covid-19. D'ailleurs, plus d'1 million de personnes ont bénéficié de la sécurité sociale. À cela s'est ajouté le renforcement du pouvoir d'achat des citoyens à travers l'approvisionnement des magasins de manière régulière en produits alimentaires de première nécessité. Il a aussi mis en exergue dans ce message les efforts déployés en faveur de la jeunesse avec la mise en œuvre des programmes et projets financés dans le cadre du programme prioritaire élargi en partenariat avec le secteur privé. Les femmes ne sont pas en reste. Ainsi, le président de la République a indiqué que plusieurs coopératives et petites entreprises ont été financées au profit de 6 000 femmes et 5 000 parcelles de terrain ont été allouées à la construction de logements sociaux au profit des familles vulnérables. Dans le domaine éducatif, il a affirmé que l'État s'est employé à renforcer la qualité de l'enseignement à travers le déploiement d'importants moyens techniques et humains. Illustration de cet engagement, c'est la mise en place du Conseil national de l'éducation et le lancement des consultations nationales sur la réforme du système éducatif qui ont constitué un tournant important dans le cadre de la réforme à laquelle la nation aspire. Sur le plan sanitaire, il a indiqué que l'État continuera à fournir des vaccins dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 et prendra en charge les malades de manière appropriée. Autres services de base évoqués dans le message à la nation, ce sont l'eau et l'électricité. Ainsi, le président de la République a indiqué que d'importants efforts ont été déployés pour fournir l'eau potable dans plusieurs zones du pays. À cela s'est ajouté le renforcement de la production et la distribution de l'électricité à travers l'extension des réseaux d'une centaine de communes. Enfin, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani,
a déclaré que les préparatifs sont en cours pour lancer une vaste consultation nationale dans laquelle personne n'est exclu et aucun sujet n'est tabou. Et cela préfigure de l'ancrage progressif dans le pays de la tradition d'ouverture et de concertation responsable et comme une approche fondamentale de gestion des affaires publiques. Ce soir, la première dame, Dr Mariam Vadalda, a procédé à la pose de la première pierre du centre Zaïd pour les enfants autistes en Mauritanie. C'était en présence de la ministre de l'Action sociale, de la famille et de l'enfance, Mme Naham Tchersidia. L'occasion pour la première dame d'affirmer que de nombreuses mamans mauritaniennes parcouraient le monde à la recherche de traitements pour leurs enfants atteints d'autisme. Elle a ajouté que ce centre offrira des soins pour de nombreux enfants, comme il permettra de former certaines mamans dans le domaine. La première dame a remercié l'État des Émirats arabes unis pour avoir financé ce centre, précisant qu'il contribuera dans la prise en charge d'une importante frange de la société mauritanienne. Ce matin, et toujours dans le cadre des festivités commémoratives de l'indépendance nationale, le ministre de la Santé a procédé à la remise de nouveaux générateurs pour le centre hospitalier mère et enfants. M. Sidioul Zahaf a profité de sa présence dans cet hôpital pour visiter le département radiologique qui a été récemment doté de scanners et d'échographies. Compte rendu d'Aminata Khan. À peine foulé le sol du centre hospitalier mère et enfants, le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahav, s'est immédiatement rendu au département de la radiologie qui a été récemment doté de scanners et de machines pour l'échographie. Ensuite, le ministre a reçu d'amples explications de la part des chefs de service et du personnel de ce département. Le ministre Sidi Ould Zahav a précisé que cette visite s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la fête de l'indépendance nationale, ajoutant que le centre hospitalier mère et enfants fonctionne depuis sa création dans un cadre inapproprié eu égard à son statut, soulignant les efforts déployés pour surmonter cela. Donc, le ministre a indiqué qu'il a été décidé de construire un nouvel hôpital mère et enfants aux normes requises et en attendant, le ministère s'attelle à le mettre à niveau. Par ailleurs, il a évoqué quelques problèmes dont souffre le service en termes de capacité technique, de fourniture logistique et d'équipements médicaux, notant qu'aujourd'hui, il est renforcé par un nouveau service de radiologie qui dispose de tous les équipements nécessaires, les fournitures et un personnel médicalisé adéquat afin d'accroître les performances. Le volet énergétique du centre a acquis de nouveaux générateurs. En outre, le ministre a précisé que toutes ces améliorations sont temporaires, mais sont nécessaires à la continuité du travail dans ce centre qui occupe une importance capitale du point de vue santé des mères et des enfants. Lui succédant, l'une des membres de la radiologie a précisé que le scanner est une nécessité pour les malades, les médecins et le personnel soignant. Elle a déclaré que pour la première fois depuis 10 ans, le centre est doté d'un scanner qui va gérer beaucoup de malades qui devraient être transférés vers d'autres structures pour faire des examens. Maintenant, conclut-elle, les examens sont faisables au centre et c'est une bonne chose pour la santé de la mère et de l'enfant, conclut-elle. Restons dans ce chapitre consacré à la santé pour signaler la tenue ce matin d'un atelier sur la stratégie de la reproduction. Cette stratégie devrait contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile d'ici 2030. Bokar Baïlaba toujours. L'atelier a pour objectif d'évaluer les résultats de la stratégie nationale intégrée et d'en tirer les conclusions pour formuler un nouveau plan prenant en compte les défis auxquels sont confrontés la santé reproductive, la santé maternelle et néonatale dans le cadre du plan de développement humain 2021-2030. Les résultats préliminaires de l'enquête démographique et de la santé de Mauritanie 2019-2021
montrent des réels progrès sur la réduction de la mortalité maternelle et des enfants de moins de 5 ans. La stratégie nationale de la santé reproductive de 2016 à 2020 a sans aucun doute contribué à la réalisation de ces progrès. Mais en l'état, la contribution de cette stratégie restera très limitée pour mettre fin aux décès maternels, néonatals et infantaux-juvéniles, y compris la mortinatalité, qui sont liées à des causes pour la plupart évitables. Justement, l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantaux-juvénile constitue l'un des axes stratégiques du programme prioritaire élargi du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, exécuté par le gouvernement du Premier ministre Mohamed Bilal Messoud. Elle constitue également le programme prioritaire numéro 1 du Plan national du développement sanitaire décennal qui s'étend jusqu'en 2030. Pour l'Organisation mondiale de la santé, les travaux de cette rencontre permettront d'identifier les grandes orientations du nouveau plan stratégique intégré et d'approuver les grandes lignes du cadre régional. Le processus d'élaboration du plan intégré et cérémonial conforme à la stratégie mondiale de la santé de la femme et de l'enfant et de l'adolescent 2016-2030 passe par quelques étapes obligatoires, parmi lesquelles la principale est l'organisation d'une revue des plans-programmes de la SRMNIA dont les conclusions alimenteront les 10 plans intégrés. J'ose espérer que vos débats scientifiques seront fructueux et permettront de déboucher sur une validation et une appropriation effective des rapports de la revue et de s'accorder sur les grandes orientations du nouveau plan stratégique intégré SRMNIA Nutrition 2022-2026. Je réitère l'engagement de l'OMS et de tous les autres partenaires à vous soutenir dans vos efforts pour mettre fin à l'ensemble des décès évitables des femmes, d'enfants et d'adolescents et de créer un environnement dans lequel ces groupes ne se contenteraient pas de survivre, mais pourraient s'épanouir et voir leur environnement, leur santé et leur bien-être transformés. Au terme des discours, les participants ont été édifiés sur le nouveau plan stratégique intégré 2021-2025. Voyons à présent les dernières statistiques relatives à la pandémie du Covid-19 ces dernières 24 heures. Le ministère de la Santé a relevé 53 cas de contamination et 88 guérisons et 0 décès. Et comme c'est le cas à chaque début de semaine, le département de la Santé présente dans un point de presse le bilan hebdomadaire de la pandémie du Covid-19. Je vous invite à suivre ce point de presse. Situation épidémiologique de la semaine. Le nombre de cas positifs est de 531 cas, parmi lesquels 5 cas contacts positifs et 526 cas communautaires, 0 cas importés et 428 cas guéris. Et malheureusement, dans la semaine, on a perdu 13 décès. Le cumul de la situation épidémiologique depuis le début de la pandémie. Les cas positifs, 39 178 personnes, parmi lesquels 9 830 cas contacts, 29 142 cas communautaires, 206 cas importés et 37 380 guérisons. Et malheureusement, on a perdu 831 personnes. Les cas positifs actuels. Les cas actifs, 967, les cas asymptomatiques, 933, les cas simples, 16 et les cas graves, 18. Les cas positifs par wilaya. Hout El Gharbi, 151 cas, Asaba, 100, Oud El Sharqi, 98, Nouakchott Ouest, 41, Trarza, 27, Nouakchott Nord, 23, Adrar, 18, Tegrand, 16, Nouakchott Sud, 14, Guidimara, 12, Brakna, 11, Tirzamou, 7, Enchiri, 6, Gorgol, 4 et Dakhlet Nouadhibou, 3. 13 308 tests effectués cette semaine, dont 0 pour les suivis et 13 308 pour les diagnostics, dont 2 654 par la PCR et 10 654 par le TDR. L'état de la vaccination pour la Mauritanie, 1 072 035 personnes ont reçu la première dose et 681 303 sont complètement vaccinées, c'est-à-dire qu'ils ont reçu la deuxième dose, et ce qui représente une couverture vaccinale de 26% parmi la cible qui est 2 600 000 personnes.
Direction à présent les rizières du Trarza où se trouve le ministre de l'Agriculture dans l'objectif de lancer de nouveaux projets de développement et d'aménagement de nouvelles superficies agricoles. Compte rendu de Mohamed Khattab. Le ministre de l'Agriculture, M. Sidna Ould Ahmed Ali, a effectué aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement, une visite de terrain dans les superficies agricoles en cours d'aménagement dans la wilaya du Trarza, dédiée à la culture fourragère et la culture maraîchère. L'occasion pour le ministre de souligner que le secteur accompagne aujourd'hui et lance plusieurs chantiers au niveau de la wilaya du Trarza, portant sur de nouveaux systèmes d'irrigation introduits pour la première fois en Mauritanie, afin d'augmenter les zones cultivées de légumes et autres cultures agricoles dont le pays a besoin. Le ministre s'est rendu dans des champs cultivés au cours de l'hivernage dernier, où il a pris connaissance des récoltes de riz, écoutant les explications fournies par les agriculteurs. L'autosuffisance alimentaire est à notre portée, dit cet agriculteur, car seul nous manquait des orientations, alors que nous sommes là, sur le terrain. Nous rassurons, monsieur le ministre, dit cet autre, que les efforts des pouvoirs publics et des privés ont assuré et garanti la moisson de cette année et de l'année prochaine. Dans le passé, nous recevions 20 moissonneuses et cette année, nous en avons reçu 30 flambant neufs et de meilleure qualité. Donc, nous ne risquons pas d'avoir de soucis pour les récoltes dans cette phase. La visite du ministre de l'Agriculture a permis de prendre connaissance des préparatifs de lancement d'un lot de projets agricoles et d'importantes infrastructures de base touchant directement les populations et comprenant la restauration et la construction de canaux d'irrigation dans la ferme al-Qura, exécutée par la Société nationale d'aménagement et de travaux agricoles. De même que le ministre a visité les zones de Ligdum et de Tombaz, relevant de la Muqata'a de Rosso, les grandes opérations de remise en état devant permettre de disponibiliser de l'eau d'irrigation pour 3200 hectares, le désenclavement des zones de production et la construction de plusieurs couloirs et passages à niveau. Il a également visité la zone de Bette où il a pris connaissance des travaux de réhabilitation de 110 hectares exécutés par la société Agronomade dédiée à l'arrosage moderne pour la culture des légumes. Le ministre de l'Agriculture s'est également enquis de l'avancement des travaux de réhabilitation en cours dans la ferme de Pourrier, insistant sur la qualité dans la réalisation de ces travaux. C'est dire que la visite du ministre de l'Agriculture pour la ville de Rosso et ses arrêts ici et là, lançant des projets et inspectant des chantiers de restauration, de construction, d'aménagement de zones agricoles et de réhabilitation de fermes ne manquera pas de renforcer les ambitions des agriculteurs. Ce lundi, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, qui se trouve toujours à Dubaï, a fait visiter à la ministre d'État émirati aux technologies avancées de l'État des Émirats arabes unis le pavillon mauritanien de l'Expo Dubaï 2020. Sarah Al-Amiri a pu prendre connaissance des différents articles exposés, en particulier les manuscrits importants et les produits de l'artisanat mauritanien. Hier soir, le ministère de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a organisé à l'Expo Dubaï 2020 une soirée culturelle et artistique dans le sillage des journées culturelles et médiatiques mauritaniennes. Compte rendu d'Aminata Khan. Célébration de l'anniversaire de notre indépendance nationale au pavillon mauritanien à l'Expo Dubaï 2020. Une soirée artistique et culturelle supervisée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, qui n'a pas manqué l'occasion pour indiquer que la célébration par notre pays de son indépendance est une occasion d'œuvrer et de continuer à réaliser
les aspirations du peuple, à savoir préserver les acquis et assurer la mise en œuvre des aspirations en partenariat avec tous, dans l'intime conviction que le développement et la stabilité sont deux concepts qui ne peuvent se réaliser l'un sans l'autre. Le ministre a affirmé que la coïncidence de cet anniversaire avec l'exposition internationale Dubaï 2020 est une opportunité pour notre pays de présenter ces opportunités d'investissement qui sont riches et divers, notant que ces domaines comprennent les minéraux, l'or, le cuivre, en plus de l'énergie, de l'agriculture, de la pêche, de la fabrication et bien d'autres domaines d'investissement qui sont renforcés par un climat sûr et plein d'incitation économique. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a invité tous les investisseurs présents à Expo Dubaï 2020 et les Émiratis en particulier à explorer les principaux avantages préférentiels d'investir chez nous, rappelant que notre pays recèle un stock important de minéraux, de ressources marines, de terres agricoles et des ressources d'énergie renouvelables. Enfin, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mortal Ould Dahi, a indiqué que la culture et le développement sont deux éléments complémentaires dans l'unité de construction civilisationnelle, car notre pays prend conscience de l'étendue de cette interdépendance dans toutes ses dimensions. Il est à noter que plusieurs animations artistiques ont émaillé cette soirée. Retour au pays pour signaler le lancement par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile de la caravane de sensibilisation des citoyens sur les lois criminalisant l'esclavage et les pratiques esclavagistes. La caravane sillonnera 4 wilayas. Amina Mtakhalil. La loi numéro 031-2015 portant incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes est l'objet de la sensibilisation menée par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile en collaboration avec l'ONG SOS Esclaves. La caravane, qui durera 10 jours, couvrira les wilayas de la Saba, du Brakna, du Gorgol et du Trarza. S'exprimant par l'occasion, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmed Ould Ahmed Salem Ould Sidi, a affirmé que les pouvoirs publics sont déterminés à appliquer les lois incriminant l'esclavage et ses répercussions. Une pratique, poursuit le commissaire, qui est dangereuse et dont les séquelles doivent être éliminées. En plus des cadres institutionnels et juridiques, le rapprochement des services judiciaires des justiciables fait partie d'un système intégral d'aide aux victimes, dont les campagnes de sensibilisation, l'appui économique et l'aide sociale aux victimes de ce phénomène. Pour sa part, le président de l'ONG SOS Esclaves, M. Boubacar Ould Messoud, a souligné l'importance de cette caravane et a loué le climat positif dans lequel les pouvoirs publics interagissent avec la problématique de l'esclavage et les efforts consentis de l'État dans ce sens. L'esclavage, conclut-il, est une question qui concerne tous les Mauritaniens. Le lancement de cette caravane de sensibilisation sur l'incrimination des pratiques esclavagistes s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à renforcer la justice sociale et par conséquent l'unité nationale. La commissaire à la sécurité alimentaire se trouve dans la wilaya du Houd al-Sharqi, précisément dans les localités frontalières. Fatima Khatri a procédé aujourd'hui à la remise de sommes d'argent et de kits alimentaires au profit des familles des villages visités. Abdul Adamaba. Plus de 4600 familles bénéficient de la distribution de denrées alimentaires de base du commissariat à la sécurité alimentaire CSA, ce qui rentre dans le cadre du programme du commissariat afin de venir en aide aux localités frontalières, en plus du financement de 47 projets d'activités génératrices de revenus et l'ouverture de 3 centres de nutrition dédiés aux femmes et enfants. Ces actions bénéficient à 3 localités du Houd al-Sharqi. La commissaire à la sécurité alimentaire a mis en avant les différentes interventions du CSA, dont cette distribution de denrées alimentaires au profit des enfants. Elle a aussi déclaré avoir présidé le lancement des financements 2 millions d'Ansenouguia pour chacun des projets qui ont été retenus. Elle a enfin affirmé qu'un autre volet des interventions du CSA, à savoir l'appui à la culture des légumes, a aussi été mis en œuvre au niveau de ces localités avec l'appui apporté aux acteurs.
Les bénéficiaires ont fait part de leur satisfaction, même s'ils demandent une hausse de cette aide qui leur est apportée. C'est ce qu'expriment les différents intervenants. Ils ont remercié le CSA et exprimé leur satisfaction pour cette aide tout en demandant plus d'accompagnement. L'actualité marquée ce jour dans la zone franche de Nouadhibou par la signature d'un protocole d'accord entre l'autorité et le Conseil suprême des hommes d'affaires du Moyen-Orient et en Turquie. Le protocole d'accord porte sur plusieurs domaines, dont la pêche, les infrastructures, le tourisme et la santé. Retour à Mohamed Khattab. Il s'agit de la signature d'un protocole d'accord entre l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, représentée par son président, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, et le Conseil suprême des hommes d'affaires du Moyen-Orient, représenté par son directeur, Dr Ahmed Yabroudi. Le protocole d'accord couvre plusieurs domaines, dont la pêche, les infrastructures, le tourisme et la santé, mais également le renforcement de la coopération entre l'autorité de la zone franche de Nouadhibou et le Conseil suprême des hommes d'affaires du Moyen-Orient dans le domaine de la recherche d'investisseurs pour des projets d'investissement dans la zone franche et le transfert de l'expertise en investissement en Turquie vers la zone franche de Nouadhibou. Prenant la parole à cette occasion, le directeur du Conseil suprême des hommes d'affaires du Moyen-Orient, Dr Ahmed Yabroudi, a indiqué que le protocole d'accord comprend plusieurs opportunités d'investissement dans la ville, dont le premier a été nommé l'indépendance, puisqu'il coïncide avec la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Le second projet est appelé Istanbul City, en ce sens que ce sera un complexe résidentiel avec services intégrés et un hôtel palace de 5 étoiles, alors que le troisième touchera le secteur des mines, notamment les industries sidérurgiques, et le quatrième concerne les ressources halieutiques, englobant le traitement du poisson, sa congélation, son emballage et son exportation vers l'étranger. De son côté, le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a souligné que l'avenir sera prometteur pour la zone franche en raison de ces projets qui donneront une impulsion certaine au vu de leur importance qui touche le tourisme, l'économie à travers la pêche, les matériaux nécessaires à la construction avec les industries sidérurgiques. Tout cela, a-t-il dit, fera de Nouadhibou une destination prisée pour tous ceux qui s'intéressent au tourisme, à l'économie et à la santé. Il est vrai que les deux parties comptent sur la réalisation de ces projets pour bâtir une coopération fructueuse et solide qui donnera un nouvel élan à la zone franche de Nouadhibou. Ici à Nouakchott, le département de l'emploi et de la formation professionnelle a organisé aujourd'hui un atelier de formation au profit de directeurs et de chefs de service des établissements techniques et professionnels. Retour à Minam Takhlil. C'est une formation des responsables des centres de formation professionnelle. Elle portera sur la gestion administrative et pédagogique, les compétences liées aux différentes filières de formation et les textes et lois régissant le secteur. Lors de son mot pour l'occasion, le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Abdissad Moulicher Saadbou, a affirmé qu'il s'agit ici d'un outil efficace de lutte contre le chômage, la pauvreté et la marginalisation, raison pour laquelle il constitue une composante importante du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Les programmes et stratégies élaborés dans ce sens, poursuit le secrétaire général, visent la promotion et l'amélioration du secteur. Pour sa part, le conseiller technique de la GIZ, M. Omar Molero Adé, a exprimé sa satisfaction de l'organisation de telles rencontres. Pour nous, nous le faisons avec vous parce que vous êtes la porte d'entrée pour l'emploi. En effet, notre projet, c'est un projet de promotion de l'insertion et surtout de l'emploi des jeunes en milieu rural. Et nous sommes convaincus que vos écoles de formation sont le pont entre l'emploi et les jeunes. C'est pourquoi le PELIMI, le projet de promotion de l'insertion et de l'emploi des jeunes en milieu rural, n'a pas hésité à dire « Nous sommes avec vous, nous supportons cette activité qui est très utile pour nous et pour le pays. » Le développement socio-économique, une composante essentielle de la coopération mauritano-allemande. L'appui au secteur de l'emploi vient à point nommé vu l'orientation des jeunes Mauritaniens vers le secteur vital de la formation professionnelle. Les fédérations sportives nationales au niveau de Nouakchott ont célébré le 61e anniversaire de l'indépendance nationale à travers des compétitions sportives englobant diverses disciplines.
Retour à Abdullah Damaba. Le tournoi de football est organisé au stade Cheikh Ould Bouidia dans le cadre des activités commémoratives du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Cette activité s'est déroulée sous la supervision du directeur de la culture, des sports et des relations avec le Parlement. Toujours dans ce cadre, une course de chevaux a eu lieu. Elle est organisée par la Fédération mauritanienne des sports équestres. Les cavaliers ont rivalisé d'ardeur pour les différents parcours, que ce soit le 1200 mètres et 1800 mètres. À la fin, les premiers pour les deux distances ont été primés. La Fédération mauritanienne de tennis a aussi tenu à commémorer ce 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Avec ce tournoi à Arafat, les différentes académies de football se sont donné rendez-vous et ainsi 8 académies de la capitale ont participé à ce tournoi qui s'est tenu en marge de cet événement. À Darnaïm, c'est la coupe du maire de cette ville qui est en jeu. Les clubs de football de la Mokhata de Darnaïm ont ainsi rivalisé d'ardeur sur le terrain. À Tafrak Zena, c'est le trophée dédié au défunt Mohamed Lamine Ould Ndiaye qui a été mis en jeu. Plusieurs équipes se sont illustrées au finish. Le club de la douane s'est imposé au tir au but face à l'équipe de la police. La Fédération mauritanienne des jeux d'échecs a aussi tenu à commémorer ce 61e anniversaire de l'indépendance nationale avec cette compétition. La pétanque a aussi été une activité sportive qui a rythmé ce 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Ce tournoi a eu lieu au stade Sidi Ould Moulay Zine de la Mokhata du Ksar. 140 polices ont compétit afin de s'offrir la coupe du 28 novembre mis en jeu. Au finish, le club Nejde de Nouadhibou est sorti victorieux. Nous refermons ce journal par la réunion du réseau des médiateurs pour la paix, intitulée le sommet de Nouakchott pour la paix. Une réunion organisée ce jour à l'Assemblée nationale en coopération avec les maires de la capitale. Abdullah Adamaba. L'objectif de ce sommet est de mettre en avant les défis auxquels fait face la ville de Nouakchott, défis se rapportant à la sécurité et aux problèmes sociaux dont souffrent les résidents de la capitale. Cette rencontre a enregistré la participation de 18 jeunes représentant les 9 Mokhata de la ville de Nouakchott. Au cours de ce sommet de Nouakchott pour la paix, les participants se sont exprimés, dont Vanvouna Mintbobo Zidou, leader du réseau des jeunes médiateurs pour la paix section de Nouakchott. Elle a affirmé que c'est la première fois que des habitants de la capitale en compagnie de ceux de l'intérieur du pays viennent pour exposer les problèmes auxquels ils font face. Elle a ensuite précisé que l'objectif derrière cette initiative est de faire part des préoccupations des habitants aux décideurs. Le président de l'association des maires de Nouakchott, Ahmed Cheikh Ellal, a fait part des bonnes dispositions de la structure qu'il préside à collaborer avec cette association de jeunes, se dit-il, pour la prise en compte des recommandations au sortir de ce sommet. Cette cérémonie de lancement s'est tenue sous la supervision du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement. Elle a été ponctuée par des interventions des maires et représentants des Mokhata de Nouakchott. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. La première dame pose la première pierre du centre Zaïd pour les enfants autistes en Mauritanie. Le ministre de la Santé dote le centre hospitalier mère et enfants de nouveaux générateurs. Le ministre de l'Agriculture visite des périmètres agricoles des superficies aménagées dans la wilaya du Trarza. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritania.